Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'avais un peu peur parce que le soleil ardent dehors est attirant. Espérons que les feux de la passion que vous êtes venus ici rencontrer pourront rivaliser avec le soleil de l'extérieur. Je suis confiant. Ceux qui ont déjà assisté à des rencontres depuis le début et ceux qui vont les découvrir ce soir, pour ceux qui commencent leur visite ici aujourd'hui, se sont rendus compte combien les gens passionnés ont des caractéristiques assez incroyables. Personne d'entre eux, d'entre eux, puisqu'il y a beaucoup de femmes, n'exerce une fonction, n'occupe un emploi, ou même remplit une mission. Chacune et chacun est investi d'autre chose. Et lorsqu'on les entend parler, on voit bien combien, ensemble, leurs compétences, leur savoir, leur énergie, leurs émotions, tout l'ensemble de leur vie est lié à ce qu'ils font, à leur activité. Et on s'aperçoit là combien la passion, la puissance de la passion. Et évidemment, bien sûr, les gens qui connaissent ce genre de cyclone, qu'est la passion, et de moteur en même temps, on voit bien combien, ça s'aperçoit souvent à leur silence aussi, combien ils passent des journées difficiles aussi, très difficiles, et des nuits très difficiles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intellectuels n'échappent pas à ces tourments et à ses passions. Même si pour être un intellectuel, il faut faire preuve de raison, puisqu'il faut suivre le cursus universitaire, évidemment, qui nécessite le contrôle de la raison. Pour les intellectuels passionnés, l'engagement, le risque, le doute, la volonté de convaincre et d'être convaincu accompagnent tous les intellectuels qui sont des intellectuels passionnés. Alors, on va recevoir maintenant Raphaël Glucksmann, qui est, pardon, mais c'est une explication de notre retard, c'est qu'il y avait tellement de monde qu'il a fallu ouvrir une deuxième salle de 400 places, en plus de l'amphithéâtre ici. Donc ça nous a pris un peu de temps. Donc c'est un des intellectuels les plus influents du moment, et il a connu 3 périodes jusqu'à présent. Il est très jeune. Dans sa vie, il a eu une enfance où le monde entier est venu chez lui, chez ses parents. Il y avait dans son salon le monde entier. Ensuite, il a passé plusieurs années à rencontrer le monde en se déplaçant. Il a fait des documentaires télé et des articles nombreux sur le Rwanda. Et il a assisté personnellement et de manière très présente à un mouvement d'émancipation de toute l'Europe de l'Est après que le joug soviétique ait été ôté. Et puis, revenu en France, il a écrit un livre qui s'appelle « Notre France » et qui a été un événement littéraire et un événement politique, parce que, on en parlera quand il sera là dans quelques secondes, il a eu un rôle assez important dans le fait qu'il a reconstruit une histoire de France partant d'autres événements, de ceux qui étaient majoritairement connus de tout le monde, pour montrer combien plusieurs Frances pouvaient exister, et que lui avait sa France dont il pensait que c'était évidemment la France la plus ouverte et la plus intéressante possible. Voilà, nous allons recevoir Raphaël Glucksmann, et j'espère que la rencontre avec cet intellectuel passionné vous passionnera aussi. Merci. Quelle passion. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter, merci à vous d'être là, et merci à vous de poser des questions. J'ai un souvenir ému de notre dernière rencontre. C'était à Arcachon, je crois. Oui, il y a quelques mois. Oui. Et ce que j'ai senti, c'est que c'était sans doute, de tous les entretiens que j'ai faits, celui où j'ai été le plus amené à penser.
Et c'est rare. Vous savez, on peut débiter un discours tout fait, mais quand on a l'impression de sortir plus intelligent d'un entretien, c'est une grande richesse. Donc je voulais vous remercier. Le curieux de la chose, si c'est curieux, c'est que j'ai ressenti la même impression. Mais enfin, nous allons tous partager un moment avec Glucksmann et vous verrez que c'est vraiment intéressant. Donc, 2 mots sur la passion, justement, si vous voulez bien. On sent bien dans vos écrits que vous êtes engagé dans ce que vous écrivez. Il y a un ton, une rapidité, une spontanéité et une réflexion qui font qu'on sent que c'est plus qu'un exposé quand vous écrivez, et c'est plus qu'une analyse, il y a quelque chose de plus qui passe. Alors je me suis demandé comment est née, si vous en avez une, comment est née une passion. Est-ce que c'est immédiat, une sorte de révélation, ou bien c'est quelque chose qui se construit, une passion, parce que c'est pas si simple. Moi, pour vous. Aussi loin que je peux revenir dans mes souvenirs, je n'ai que des souvenirs de passion. Je pense que la prétention de la philosophie à dépasser les passions est en elle-même une passion. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des passions, et heureusement, parce qu'une vie sans passion, à mon avis, n'est pas une vie d'homme ou de femme réellement accomplie. Et donc j'ai toujours été passionné, et il y a 2 passions en fait qui se sont emparées de moi très jeune. Ces 2 passions qui peuvent malheureusement des fois sembler contradictoires, mais que je passerai ma vie à essayer de réconcilier. C'est la passion de la France, parce que j'ai été élevé dans une sorte d'adoration de l'histoire républicaine française. J'ai le souvenir que quand j'étais petit, mes parents, c'était 1981, la gauche venait de remporter les élections, et je viens d'une famille très à gauche, et simplement une famille très à gauche et aussi très sincère. Et mon père a reçu un coup de téléphone d'un de ses amis au lendemain de la victoire socialiste, lui disant « Où est-ce que tu veux habiter ?» Parce que commençait la distribution des logements de fonction. Et il a pris un billet de train le lendemain, et on a été vivre pendant 3 ans dans un village de 200 habitants en Bourgogne pour ne absolument pas participer à cette chose. Et j'ai le souvenir, mon premier souvenir dans la vie, je crois, c'est de tomber en larmes devant les statues des saints et des saintes auxquelles on avait coupé la tête pendant la Révolution. Il y avait des statues sans tête. Et j'ai le souvenir comme ça de pleurer devant des statues auxquelles on a coupé la tête. Après, mon père m'a dit « mais il y a aussi les droits de l'homme, la Révolution, c'est pas que couper la tête des statues ». Mais c'est ma première passion, c'est-à-dire que j'ai commencé là à me plonger dans l'histoire de cette Révolution qui avait coupé la tête à des statues, pour découvrir qu'elle n'avait pas fait que ça, qu'elle avait aussi proclamé l'égalité des hommes, aboli les privilèges, créé la République. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai vécu dans la passion de la France. Mais aussi, dans le même moment, et pour moi c'est tout sauf contradictoire, c'est même totalement lié, dans la passion du monde, dans la passion d'avoir à apprendre du monde. Vous savez, il y a un philosophe que je vénère entre tous, qui s'appelle Aristote, et qui dit « au principe de la philosophie, il y a l'étonnement ». L'étonnement, c'est pas simplement être surpris. L'étonnement, c'est arriver à s'effacer soi-même devant un objet, une personne, une idée, et arriver en fait à être passionné. Et l'idée du monde comme horizon, comme idéal, comme aussi physique, terrain physique de découverte, c'est ce qui a animé toute ma quête. Et c'est pour ça que je suis parti pendant longtemps et essayer de découvrir l'autre, l'ailleurs, tout en conservant mes livres sur la Révolution française au cœur de l'Afrique. Et qu'est-ce que je veux dire ? J'ai dit, pour vous présenter, que le monde entier était venu chez vous. C'est vrai que vos parents accueillaient, il paraît que dans le salon, il y avait toujours 5-6 personnes dans des sacs de couchage qui dormaient, qui repartaient le lendemain,
que d'autres venaient d'Amérique latine, d'Afrique. Et vous étiez enfant. Ouais. Quelle est la réaction d'un enfant lorsqu'il voit le monde entier défiler chez lui avec des... Première réaction, c'est le racisme. Parce que qu'il prenait mon lit. et donc, quand mon père venait m'expliquer qu'il y avait un dissident tchèque qui allait dormir dans mon lit, j'avais une forte tentation de voter Front National. Mais après, j'arrivais à dépasser un peu ma première pulsion, qui est de crier les étrangers dehors dans ma cuisine, sous les yeux éberlués de mes parents internationalistes. Et donc, passer cela, non, c'était fascinant parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu la figure du mentor ou du père traditionnel qui éduquait, mais par contre, j'avais comme ça des gens qui venaient et qui racontaient leurs histoires. Et moi, j'étais petit et j'étais à table et j'assistais à ces discussions, à ces rencontres étonnantes entre une féministe algérienne et un combattant afghan, entre un dissident d'Europe de l'Est, qui était donc anticommuniste, et un opposant d'Amérique latine, qui lui était souvent communiste. Et en fait, tout ce monde qui a priori, ne semblait pas lié, était en fait uni autour d'un sentiment comme ça de liberté, de défense de la liberté. Et il se retrouvait chez moi, et c'était ça ma France, en fait, au départ. L'impression que j'ai eue lorsque je vous ai lu ou entendu ou lu des articles, c'est que, et c'est pas fréquent, c'est pour ça que je vous pose la question, j'avais le sentiment que vous aviez envie du monde. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas quel genre d'envie vous aviez, mais il y avait... C'était pas de la gourmandise, hein, c'est de l'envie. Ouais, c'est de l'envie, c'est du besoin aussi. C'est ça la passion. La passion, c'est plus qu'un désir. C'est un désir qui s'impose à soi comme une nécessité. Et moi, j'ai toujours eu envie du monde. Les histoires que j'entendais, outre qu'elles me frustraient parce que quand on m'expliquait qu'il fallait faire 25 km à pied pour aller à l'école et qu'il faisait moins 15, mais que pieds nus, on y allait quand même, j'étais un peu ensuite empêché dans mes stratégies pour essayer de sécher les cours. Ça me mettait une sorte de mauvaise conscience, donc on n'avait même pas besoin de me l'interdire. Mais au-delà de cela, ça me faisait rêver, en fait. C'est ce monde qui était au-delà de nos frontières. Et donc, quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait un cursus scolaire, philo, histoire, Sciences Po, tout à fait classique. Tout ce qu'il faut, comme il faut. Comme il faut, bien élevé, bien dans le moule. Et en fait, à Sciences Po, j'ai été extrêmement frustré, alors je m'excuse d'avance auprès de tous ceux qui ont fait Sciences Po, par justement le manque de passion. C'est-à-dire qu'on nous apprenait à être des gestionnaires ou des communicants. En gros, la politique, c'était un mélange de cabinet de gestion, il faut être bien gestionnaire, ou de communicant, il faut savoir exercer la rhétorique. Et à aucun moment, il y avait la passion des idées. Enfin, moi, je l'avais trouvé. Et je me disais, mais tous les gens qui sont autour de moi, ils vont diriger le pays de Danton, quoi, le pays de Hugo, et ils parlent comme, je sais pas, comme un cadre dans la banque, quoi. Enfin, ils parlent de la France comme on parle des résultats d'une entreprise. C'est pas ça, la France. Et donc, très tôt, j'ai voulu partir. Donc, je suis parti et c'était comme un besoin. Je suis parti pour essayer de découvrir un monde où la politique se vivait avec passion. Et je suis resté assez longtemps, parce que quand on part et qu'on décide de partir pour 15 jours, on ne part pas vraiment, on reste. On reste en fait en France, simplement on s'aère. Mais non, moi je suis vraiment parti m'installer plusieurs années, à l'étranger, plusieurs années, sans jamais me poser la question de savoir si j'allais revenir. J'avais toujours la France dans la tête, mais je sais quand j'ai décidé de revenir en fait. C'était un soir en pleine révolution ukrainienne où j'ai... Vous aviez un rôle actif. Oui, en fait, j'aidais des jeunes, en particulier de la fac de philo de Kiev d'ailleurs, des jeunes révolutionnaires, et que je connais depuis très longtemps parce que j'avais fait des documentaires sur place. Et
Et donc je participais, moi, à cette histoire-là, à former des cadres, à former de la future République. Ouais, des jeunes mouvements démocratiques et pro-européens. Et en fait, un soir, j'ai vu une émission de télé, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, une émission de télé sur Internet, j'ai réussi à trouver une émission de télé, je regarde, et puis d'un coup, je vois Éric Zemmour parler, et raconter la France. Et en fait, ça m'a fait un choc, c'est-à-dire que j'étais face à quelqu'un et je sentais que ça allait être un carton, puisque personne n'arrivait à lui répondre. Enfin, il y avait des questions, mais vous dites donner un chiffre faux, page 94 de votre livre, mais c'est pas comme ça qu'on répond à l'image qu'il donnait de la France. Et je me suis dit, c'est pas du tout mon pays, quoi. Enfin, c'est pas ça la France. Enfin, c'est pas ça ma France en tout cas. Et donc le lendemain, j'ai pris un billet d'avion, je suis rentré en France en me disant, c'est pas possible en fait. On peut pas laisser notre pays, son histoire, être kidnappée par des gens qui la rendent petite, quoi, qui la rendent faible, rétrécie, hostile à l'idée du monde et de l'autre, alors que notre histoire est une longue quête d'universel et de monde. Alors, vous avez écrit donc Notre France. J'imagine qu'il y a tellement de monde qui assiste à cette rencontre que j'imagine que beaucoup ont lu son livre. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, si vous avez un moment, lisez-le. Ça s'appelle donc Notre France. Vous avez compris une chose, Raphaël Glucksmann, qui est, vous venez de le dire, ce que vous avez compris et que d'autres n'avaient pas compris, ou alors faisaient semblant de ne pas comprendre, c'est que lorsque quelqu'un explique la France, l'histoire de France, et arrive à l'actualité, on ne peut pas répondre par de simples remarques de détails en disant mais il y a des chiffres faux, non. La seule manière, et c'est l'objet de votre livre, la seule manière de répondre complètement à quelqu'un qui expose son idée de la France, c'est d'au moins être aussi travailleur, habile et la volonté de convaincre que lui. Et donc on peut dire que votre livre, c'est la contre-histoire de ce qui était à l'époque, il y a quelques années de ça, de ce qui était à l'époque l'opinion majoritaire sur la France d'avant, qui, semblerait-il, était plus belle et plus gentille et plus affectueuse que la France d'aujourd'hui. Et c'est ça votre mérite, parce que c'est pour ça que votre livre a fait tant de bruit. Vous avez compris qu'à une histoire donnée, il ne fallait pas répondre par des détails ou des corrections, mais carrément se lancer dans une contre-histoire. Comment vous est venue cette chose que vous aviez, quand le livre est sorti, vous étiez seul sur ce territoire? Mais parce qu'à une passion, puisque c'est le thème, il faut répondre par une passion. La déconstruction de la passion de l'autre ne suffit pas. On a vu pendant les élections américaines, tous les médias américains ont fait du fact-checking des discours de Trump à la minute. C'était en live. C'était toute la journée, on démontrait qu'il avait menti, que tel chiffre était faux. C'est exactement la même manière dont on a reçu le livre de Zemmour. Face à ce discours-là, qui est un récit, on oppose, quand on est une élite progressiste de gauche bien pensante et rationnelle, autoproclamée, on oppose le fact-checking et la déconstruction. Mais ça ne suffit pas. Si on n'a rien d'autre à proposer, si on n'a rien d'autre à offrir, si on n'a pas soi-même une vision à offrir, eh bien, la vision finira toujours par l'emporter contre la déconstruction. La passion finira toujours par triompher de l'absence de passion. Et donc, face à un récit que je juge dangereux et faux, eh bien, il faut opposer un autre récit. Et le grand drame, en fait, de cette période, de ces 10 années écoulées, c'est pas l'existence de Zemmour, de Villiers ou des autres. Il y en a toujours eu dans l'histoire de France. Vous savez, quand on remonte au XVIIIe siècle, on a l'impression qu'il n'y avait que des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. En réalité, il y avait autant de textes produits contre Voltaire que pour lui, voire beaucoup plus. Il y avait des Zemmour et des De Villiers à l'époque de Voltaire. Il y en avait à toute époque. Et simplement, face à leur discours, il y avait un autre discours fort. Et le drame, c'est pas tellement donc qu'il y ait eu le discours d'un tel ou un tel, mais c'est le vide total de récits offert par la pensée progressiste. C'est-à-dire comme si la gauche n'avait plus rien à dire sur le récit français,
sur la France, sur ce qui nous fait être un peuple, sur ce vers où nous allons. La gauche, c'est plus largement que la gauche. Non, mais la gauche, les élites françaises Oui, progressistes qui étaient, pendant longtemps, ont été majoritairement de gauche ou du centre. Et c'est en fait, moi, ce qui m'a lancé dans l'aventure de ce livre et dans la réflexion, plus encore que le discours adverse, c'est le silence, l'aphonie, l'apathie d'une certaine élite qui était incapable en fait de répondre au récit qu'on proposait d'une France repliée sur elle-même, tout simplement parce qu'elle était incapable de produire un récit sur une France ouverte. On lui avait appris à être gestionnaire, on lui avait appris à communiquer sur telle ou telle mesure, mais on ne lui avait jamais dit à cette élite qu'un jour elle aurait à formuler un récit. Et ça s'est vu, je pense, de manière dramatique dans l'année 2015, parce que quand la France est ébranlée par des attentats d'une telle gravité, quand on est touché dans notre chair, quand des jeunes gens élevés en France prennent une Kalachnikov pour tirer sur d'autres jeunes Français, c'est à ce moment-là qu'il faut produire un discours sur ce que c'est que la France. C'est à ce moment-là qu'il faut donner du sens à ce que c'est qu'un peuple. C'est dans des traumatismes comme cela qu'il faut apporter un discours. Or, ce discours ne pouvait pas venir, mais ce n'est pas simplement la faute de François Hollande en tant que personne. C'était un problème structurel. Encore une fois, je reviens à ma formation. À aucun moment dans ma formation, on m'a dit que la politique, c'était plus que la gestion et la communication, que c'était inventer un pays, réinventer sans cesse un pays pour pouvoir le continuer, et donc avoir des idées. Et c'est ça qui, à mon avis, manquait cruellement aux élites, et c'est pour ça qu'elles sont rejetées, mais en France, et par-delà la France, dans quasiment toutes les démocraties libérales. Vous pensez que c'est ce qu'a compris l'actuel président de la République ? Bah, ça, c'est une technique pour réfléchir. Non, je pense effectivement que c'est ce qu'il a compris. Il a compris une chose essentielle. Et ça, c'est un acquis, quoi qu'il se passe ensuite. Il a compris que ces structures politiques qui dirigeaient la France depuis 40 ans étaient des structures mortes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne produisaient plus la moindre idée sur ce que ça signifiait qu'être français, sur et la ce moindre que signifie émotion la France. non plus. Voilà. Mais pour faire des réformes, il faut avoir une idée, il faut avoir une vision, il faut produire quelque chose qui relève d'un au-delà de simplement une gestion d'un état de fait. Et ça, il a très bien compris cela, et il a en fait été le marteau qui cassait des coquilles déjà mortes. Tout le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle le Parti socialiste s'est effondré, mais c'est parce qu'en fait le Parti socialiste était mort depuis longtemps et survivait en gros par force d'inertie. Et donc il a saisi cela, il a saisi autre chose, qui est que les gens, en tout cas une partie des Français, et une partie nombreuse des Français, en avaient marre qu'on leur explique toute la journée qu'ils allaient mourir. Et que, le déclinisme. Voilà, et que l'avenir était une mort certaine, qu'aujourd'hui était pire qu'hier, et que de toute façon, demain serait pire qu'aujourd'hui. Et ils en avaient marre de ça, et ils en avaient marre aussi d'une forme de violence dans le débat public. Pendant 10 ans, il fallait absolument inviter sur son plateau quelqu'un qui criait très fort. Plus fort que les autres. Voilà, pour faire du buzz. Et qu'on pouvait être, ça c'est la formule du président candidat, bienveillant. Qu'on pouvait avoir un ton un peu plus calme, enfin, sauf quand il dit « c'est mon projet ». Mais... il a eu quelques dérapages du point de vue du calme. Aussi, ouais. Voilà, après, la grande question, la grande interrogation que moi je formule, c'est est-ce que la vision du président actuel peut répondre à la grande crise que traversent les démocraties libérales occidentales. Et on peut s'interroger. C'est la question des deux France, quoi. Non ? Oui, c'est la question des deux France, c'est la question de la crise des structures collectives, la question de la crise des récits collectifs, et est-ce qu'une philosophie qui est
largement fondée sur l'individualisme, sur l'idée que je m'adresse à chacun d'entre vous et je veux lui donner à chacun d'entre vous les moyens de sa réussite, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit dans un pays et dans un continent où on est déjà dans l'extrême individualisation et où ce qui, à mon avis, pose le problème principal, c'est l'effritement, l'effondrement des structures collectives. Je m'explique. Quand on a un pays dans lequel un jeune qui naît, je donne un exemple, un jeune qui naît dans la banlieue parisienne, un jeune qui naît dans le 8e arrondissement bourgeois de Paris, un jeune qui naît à Pau et un jeune qui naît en Picardie, eh bien, à aucun moment de leur vie, ils n'auront à se croiser. Est-ce qu'on peut faire un peuple quand, même symboliquement, les individus qui le composent ne sont jamais amenés à se croiser? Est-ce qu'on peut faire un peuple quand chacune des parties qui composent le tout pense qu'elle peut être autonome, voire autarcique, et que la présence du tout dans nos existences a quasiment disparu? Est-ce qu'on peut, en fait, construire une société sur l'individualisme? Et ça, c'est une immense question. Est-ce que l'individualisme présenté par le président, quand il gagne les élections au Louvre, il dit « Je vous vois chacun d'entre vous avec votre histoire personnelle », il ne s'adresse pas au peuple de France, mais à chacun d'entre nous. Est-ce que c'est un moment dans sa pensée, dans son quinquennat, ou est-ce que c'est vraiment l'horizon? Si c'est l'horizon, je pense que ce n'est pas suffisant. Et donc il y aura une grande question, et c'est la grande question qui se pose à toutes les démocraties libérales aujourd'hui. Les développements économiques, les développements culturels même, en partie, oui, l'héritage des luttes d'émancipation de mes parents, qui ont voulu libérer l'individu contre l'oppression des structures collectives, eh bien tout cela a laissé un grand vide qu'il va falloir remplir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est important de briser les chaînes, mais c'est aussi important de tisser des liens. Et je pense que notre société manque singulièrement de liens. Et ça, on va voir. Quelqu'un qui a gagné les élections démocratiquement, il faut lui laisser le temps de voir s'il arrive à retisser du lien. Moi, j'ai des doutes. Est-ce que le risque aussi de poursuivre ce que vous venez de dire sur l'individualisme, est-ce que encore que c'est l'essence du monde libéral et que la libération, c'est toujours bien au départ, en tout cas. Mais est-ce que dans la société dans laquelle on est, mondialisée, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains puissent attraper la chance qui lui est donnée et la réaliser, et que d'autres soient laissés sur le bord de la route? Est-ce que là, il n'y a pas un risque de vraie déchirure entre un peuple qui doit être uni, ou solidaire en tout cas? Bien sûr, il y a un risque, il y a plus qu'un risque, il y a une réalité de voilà, cela. Déjà, ça existe, bien sûr. Moi, dans mon quartier, le 10e arrondissement cosmopolite de Paris, aux élections, au deuxième tour, Marine Le Pen a dû faire 2 ou 3%. Or, je prends ma voiture pour aller en Picardie, il y a des endroits où elle a fait 70%. Donc il y a une fracture là, extrêmement nette, et tout l'enjeu, c'est de savoir s'adresser au pays dans son ensemble et de créer les structures et les conditions et les récits et les projets qui permettent de faire peuple au-delà de ces différences qui existent. Et ça, c'est quelque chose qui suppose un dépassement de l'individualisme. Si vous dites la libération est toujours positive, oui, c'est extrêmement clair. Moi, j'assume tous les progrès qui ont été réalisés sur les libertés individuelles. Je les revendique et je les défends. Mais la libération elle-même ne suffit pas. Parce que, au fond, aujourd'hui, quand vous allez dans les rayons des librairies, en gros, le développement personnel a remplacé la philosophie politique. Exactement. C'est-à-dire que si les ventes de livres comptent, c'est pas que ça a dépassé, ça écrase. Ça écrase. Ben oui, parce que en gros, chacun d'entre nous veut savoir comment aller mieux, comment moi je peux aller mieux, comment moi je peux me sentir mieux,
comment moi je peux guérir mes obsessions, comment moi je peux eh bien, avoir une vie palpitante. C'est très bien, c'est très important comme question. Mais enfin, comment ma collectivité peut aller mieux? Comment on peut réaliser ou pas l'idée de justice? Comment la France peut retrouver un destin commun? Comment on peut faire peuple à partir de nos différences en les dépassant? Tout ça, c'est des questions qui sont au moins aussi importantes, mais qui sont écrasées, effectivement, par un triomphe d'une vision individuelle. Et moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que je ne suis absolument pas contre cette vision individuelle. Ça permet des progrès immenses dans nos existences et dans nos pays. Mais il faut que ce soit contrebalancé par quelque chose. Vous savez, on habite donc dans des systèmes politiques qui s'appellent les démocraties libérales. Il y a deux pôles. Et ces deux pôles forment une dialectique, une opposition, une contradiction dynamique. Le pôle démocratie et le pôle libéral. Il faut les deux en même temps. Le pôle démocratie, ça considère le monde à partir de l'idée du tout. On dit que c'est holistique. C'est le pouvoir du peuple, le destin commun, la souveraineté de la nation. Et le pôle libéral, ça considère le monde à partir de mon espace individuel. C'est la sanctuarisation de l'espace privé, de la propriété, mais aussi du droit que j'ai de sortir dans la rue, d'embrasser un garçon, une fille, et que ça ne regarde personne d'autre que moi. C'est ma liberté. Et il faut une tension entre les deux. Si on tombe complètement du côté du pôle holistique ou du tout, on se retrouve au Cambodge sous les Khmers rouges, c'est pas génial. Si on tombe complètement du côté individualiste, eh bien, ça conduit à l'atomisation, à la fin du lien social. Au fait que, bien, quand on interroge les Français sur... c'est un sondage du Pew Center, un centre américain mondial, et ils interrogent tous les peuples. Deux questions. Première question, quel jugement portez-vous sur votre situation personnelle? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Et là, les Français, sur leur situation personnelle, sont modérément pessimistes, comme les Belges, comme les Hollandais, comme nos voisins européens. Mais quand on les interroge sur le destin commun, sur le destin de leur nation, eh bien, ils sont au niveau des Irakiens et des Somaliens dans le pessimisme. Et ça, c'est, pour moi, cette dépression sur le destin commun, c'est un manque, c'est l'expression d'un manque de structure et de récit et d'horizon collectif. En gros, on est un peuple qui a tellement investi dans la sphère commune, dans l'idée qu'on avait un destin ensemble, que cette ce repli, ce rétrécissement de la sphère publique, cette réduction du rôle de la politique, eh bien, on le vit de manière encore plus désespérante que les autres peuples. Parce qu'on a cru, et on a eu raison, moi c'est le combat de ma vie, on a cru que la politique pouvait changer les choses, qu'il y avait un espace qui était un au-delà de soi, qu'on n'était pas juste des individus, qu'on était des individus et des citoyens. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On nous dit toujours la Déclaration des droits de l'homme parce qu'on oublie le citoyen. Mais le citoyen, c'est quelque chose d'autre que l'homme. C'est moi qui m'oublie un peu, un temps moi-même, au service de la collectivité en entrant dans l'espace public. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Ça s'appelle le sens civique, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas seulement soi-même, quoi. Moi, je ne suis pas seulement moi-même. Je peux être très fier de mes origines, de mes conditions, de mon quartier, de tout ce qu'on veut. Mais je suis quelque chose d'autre aussi, qui est que je fais partie du même tout que vous, qui s'appelle être français. Et c'est un projet républicain. Vous avez dit tout à l'heure, juste une minute de retour pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit Macron est arrivé, il a pris le marteau et paf, les trucs se sont effondrés tout seuls. Il s'est passé quelque chose d'autre que la chute de tout le reste dans la campagne? La France a bougé, ou bien c'est juste les statues qui se sont effondrées d'elles-mêmes toutes seules? Non, il y a une dynamique. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est un appel à l'espoir, c'est un chant d'espérance. C'est-à-dire que les gens, en tout cas une partie des gens, ont dit qu'ils croyaient qu'il y avait un avenir possible. Et donc, c'est extrêmement positif, l'engagement des gens. Pas seulement le réflexe fonctionnaire de prendre sa carte
dans une section d'un parti politique, mais de descendre dans la rue, de créer quelque chose de neuf. Moi, c'est pour ça, on peut avoir des différences de fond avec En Marche ou même la France Insoumise, on peut avoir des différences de fond, mais ce qui est marquant, c'est que dans une situation où il y avait la crise économique extrêmement forte, les attentats sanglants, le discrédit du politique, la crise de sens de l'Union européenne et Trump et le Brexit, eh bien non, la France n'a pas cédé aux sirènes lepénistes et de nouvelles choses ont émergé. Ça veut dire qu'il y a un réservoir d'espoir dans ce peuple que nous formons qui est immense. Alors je ne sais pas, cet espoir pourra être déçu là, ou pas déçu, mais de toute façon, ça nous amène à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a partout en France des gens qui se rassemblent, qui discutent. À chaque fois qu'il y a une conférence, les gens viennent, ils veulent poser des questions, ils veulent échanger, ils veulent réinventer le monde, réinventer la France, réinventer l'Europe, réinventer l'avenir. Et donc jusque-là, il y avait une classe politique et des intellectuels aussi, et un espace médiatique qui n'était pas au niveau par rapport à cette exigence, cette espérance-là. Et donc le fait que les vieilles structures s'effondrent et que quelque chose de neuf émerge, c'est de toute façon positif. Je voudrais votre réflexion sur un phénomène qui nous éloigne de la France et encore, qui est plus mondial et j'aimerais profiter du savoir-faire, de la pensée et surtout de l'explication, parce que vous êtes très, très pédagogue. Vous êtes capable d'amener une pensée à son expression juste. Ce qui s'est passé depuis 3 semaines, qui a commencé aux États-Unis avec la dénonciation par quelques personnes dont on dit maintenant qu'elles sont très connues, mais bon, elles n'étaient pas si connues que ça, du plus grand, du plus fortuné, du plus puissant producteur américain, suivi dans les 15 jours qui suivent, dans tout le monde occidental en tout cas, des millions et des millions de consultations, des dizaines et des dizaines et des centaines de gens qui disent voilà ce que j'ai subi. Et un sondage sorti il y a 3-4 jours, réalisé de manière vraiment correcte, disant qu'une femme sur 2 en France dit qu'elle a été victime d'harcèlement sexuel, c'est la chose la plus basse des 3 étages, durant sa vie professionnelle. C'est une chose incroyable. On nous l'aurait dit il y a 1 mois ou 1 mois et demi, on aurait dit mais c'est impossible. Donc, je voulais votre réflexion sur d'abord la mondialisation incroyable, jamais vue dans toute l'histoire de cet événement, et ensuite des conséquences. Est-ce que ça veut dire que des millions de gens se sont tus alors qu'ils voyaient des choses qui leur déplaisaient profondément? Oui, c'est une affaire profonde, c'est ça. Est-ce que des peuples de tout l'Occident, des millions de gens se sont tus pour ne pas déranger un système qui était un mauvais système et qui les heurtait eux-mêmes? Alors, je suis d'accord sur la nature extrêmement importante du phénomène. D'abord, soulignons une chose, c'est que dans ce phénomène, on voit le meilleur et le pire des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est de bon ton, en gros, de dire oui, les réseaux sociaux, ça permet le déferlement de la haine antisémite, raciste, l'abjection. Oui, c'est vrai. Ça permet aussi le dégage à Ben Ali, ça permet aussi le printemps arabe. Ça permet aussi que les femmes victimes de harcèlement s'expriment. Et donc, c'est un objet, le réseau social, qui est en soi n'est ni bon ni mauvais, mais qui révolutionne notre rapport à la chose publique. Donc il faut appréhender cette révolution. Et on l'appréhende en rentrant dans le phénomène qui a suivi Weinstein, je ne sais plus comment on dit. Mais si je suis honnête, j'ai mis du temps en fait. Quand j'ai vu le hashtag balance ton porc, ma première réaction, c'était de dire je n'aime aucun de ces mots. Balance ton porc, l'animalisation, la déshumanisation même de l'ennemi me pose problème. Et donc je me suis obligé à lire en fait, à lire les récits, en particulier sur Facebook, il y en avait plein partout. Ces récits de vie, de tranches de vie, d'oppression. Et là j'ai compris en fait il s'adressait
plus une simple question féministe, ça touchait à la question de la domination. Du pouvoir. Du pouvoir, exactement. La question du pouvoir. Et que ce qui s'exprimait, c'était une remise en cause de cette figure du petit chef. La figure du petit chef qui se traduit sexuellement, la domination qui se traduit sexuellement par le harcèlement, voire le viol. Et que c'était un mouvement d'une ampleur incroyable, qui allait se traduire ensuite concrètement par l'affaire Ramadan, par la remise en cause, y compris dans des groupes soi-disant progressistes, féministes. Théâtre, cinéma, ouais, mais, ou même mode. Mouvement des jeunesses socialistes, Ouais. de la figure du chef. Et c'est d'ampleur. Et c'est ça ma querelle avec les gens qui disent nous sommes revenus à l'époque de la délation, quelle forme abjecte prend ce mouvement? Oui, peut-être que la forme peut choquer, mais moi je préfère la forme impolie de cette révolte à une forme de silence bienséant qui permet la continuation de ces pratiques. Et donc je pense qu'il faut creuser ce qui se produit et qu'il faut comprendre et qu'il faut s'interroger parce qu'il y a quand même un paradoxe. Si on dit une femme sur deux a été harcelée et on voit tous les témoignages s'accumuler sur Facebook qui devient une sorte de cahier de doléances, eh bien, on voit très peu, par contre, de témoignages de harceleurs. Or, si une femme sur deux a été harcelée, ça veut bien dire qu'il existe quand même beaucoup de harceleurs. Donc, est-ce qu'il y a eu un examen de conscience qui a été fait ou pas? Et là, j'en suis pas certain. Donc, il y a comme ça une quête, qui à mon avis est une quête extrêmement importante, qui est la remise en cause de la figure du petit chef autoritaire qui se croit tout permis et qui abuse de sa position dominante. Et ça, on le retrouve dans les relations sociales, dans les relations politiques, dans les relations culturelles, de la même manière. C'est transversal. Et c'est quelque chose, effectivement, de central. Je pense qu'il ne faut pas penser que c'est un phénomène, un feu de paille. C'est ça, oui. On doit finir. On vous écouterait des heures, mais voilà, les pendules sont impitoyables. Je voudrais votre réflexion sur un point. C'est tout le monde s'interroge sur l'avenir. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'était un des vrais sujets des Français. Pas simplement l'avenir de leur nation, l'avenir de tout. Est-ce que la guerre est encore possible? Là, on a l'impression que ça n'est plus possible. Et alors, je voulais vous demander, tout ce qui se passe sur le plan de l'écologie, on n'a qu'une thèse qu'on peut... Votre sentiment à vous, personnel, Glucksmann, est-ce que tout ce qui se passe, des dangers qui entourent, y compris le danger écologique, peut faire naître quelque chose qui soit de l'ordre? Il faut vraiment qu'on comprenne s'il y a une catastrophe arrive, on va tous mourir, on va tous y perdre en tout cas, perdre tout ce qu'on a mis des siècles et des siècles à construire. Ou bien, est-ce que les divisions vont l'emporter? Est-ce que les barrières vont l'emporter sur les ponts? Et est-ce que les gens dans le monde seront capables de comprendre que pour se sauver, pour continuer d'exister, il faudra un minimum d'échange et de pacification? Qu'est-ce qui peut l'emporter des deux grandes tendances? Alors, là, vous me posez la question centrale, mais qui est une question qui ne va pas appeler une réponse de savoir. Parce non, bien entendu. Nous n'en savons rien. J'ai dit votre sentiment. Voilà, exactement. C'est quasiment une foi. C'est un acte de foi, un pari, au sens du pari pascalien ou du pari fou de croire en quelque chose. Moi, ma conviction, et je vais citer un poète allemand pour cela, c'est Hölderlin, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et je suis convaincu qu'en tout cas, nous n'avons pas le choix, qu'il faut une prise de conscience, et que cette prise de conscience va être opérante. Il y a peu, on considérait encore l'écologie comme une lubie de bobos faisant pousser des tomates bio. Il fallait avoir le temps pour y penser, quoi. Voilà, c'était ceux qui avaient déjà le temps. Un luxe. C'était un luxe, c'était un divertissement. En gros, c'était un hobby, quoi. Vous faites quoi dans la vie? Je suis cadre, mais mon hobby, c'est écolo. Et on a compris que ça n'avait rien à voir avec ça, qu'au contraire, c'était tout sauf un truc de bisounours, parce que c'était la prise en compte d'un retour du tragique dans la politique. Parce que l'écologie, ça pose quoi comme question?
ça pose la question de la fin de tout, la possibilité de la fin de la Terre, pas simplement de la fin d'un régime ou de tel régime politique, mais de la fin du tout. Et donc ça réintroduit quoi dans nos existences? La notion de la prédomination du bien commun sur le bien individuel, quelque chose qu'on avait perdu. Ça rejoint notre discussion de tout à l'heure. Et donc je pense que ça sera un des vecteurs, sinon le principal, pour ce retour de la perception du commun, du bien commun, du fait que nous pouvons tout à fait chérir nos possessions individuelles, nos désirs particuliers, mais qu'à un moment donné, pour que ces possessions particulières et ces désirs individuels subsistent, il faut que le tout subsiste. Et donc, ça sera un retour à la politique. Moi, je crois qu'on est en train de quitter cette idée folle des 30 dernières années, selon laquelle l'histoire était finie, qu'il n'y avait plus d'histoire, que s'il n'y a plus d'histoire, plus de grands conflits, plus de grands projets à inventer, eh bien, la politique n'a plus aucune importance. Je pense que nous touchons à la fin de cette période. En tout cas, je l'espère, sinon nous allons droit dans le mur. Enfin, on va revenir à ce qui est la politique depuis le début, depuis l'invention de la démocratie à Athènes, c'est-à-dire la croyance, et c'est pour rejoindre le titre de cette manifestation, la croyance que, oui, les idées mènent le monde, et que d'ailleurs, seules les idées pourront le sauver. Et que donc, il faudra faire un effort sur soi-même, il faudra accepter des changements douloureux, il faudra accepter de s'extraire, de s'abstraire de soi-même, de s'élever au-delà de nos égoïsmes particuliers, pour pouvoir enfin, à nouveau, discuter du tout. Et c'est comme ça qu'on va réellement, via l'écologie, à mon avis, en grande partie, recréer la République, qui est la chose publique. Vous savez, Raphaël Glucksmann, l'habitude, c'est de dire que la passion et la raison ne sont pas amies, même qu'elles s'opposent. On lit ça partout. Et vous avez fait la démonstration incroyablement précise, articulée et émotionnelle qu'il n'y a pas de raison si elle n'est pas passionnément défendue. Même s'il s'agit de la raison, il faut mettre de la passion pour la défendre, parce que sinon, même la raison pourrait mourir. Et franchement, c'était un moment de grand bonheur que d'entendre cette réconciliation nécessaire, parce que nous-mêmes, dans chacun d'entre nous, hommes, femmes, vieux, jeunes, les deux choses existent en même temps. Bien sûr. Et on sait bien que c'est possible. Et donc, merci beaucoup de nous avoir démontré ça avec infiniment. le brio qu'il vaut. Merci.